virumque cano. Troie qui primus aboris, Italiam fato profugus, Laviniaque venit litora. Ainsi, le grand poète latin Virgile commence l'Énéide. Il chante le héros qui, chassé par le destin et le ressentiment de la cruelle Junon, doit fuir la légendaire cité de Troie, incendiée par les Grecs. Lorsque Troie est détruite, Énée et ses compagnons entament leur long périple autour de la Méditerranée, qui les conduit d'abord à Carthage, où règne la captivante Didon. Atregina gravi, iam nudum, saucia cura. Et la reine, gravement atteinte du mal d'amour, se consume d'un feu secret. Énée, cependant, repousse la tentation de devenir roi de Carthage. Poussé par les dieux, il va fuir de nouveau, pour aller fonder sur d'autres rivages une autre cité qui deviendra Rome. Et il s'arrache au bras de Didon, qui en mourra de chagrin. Que le cruel Énée repaisse ses yeux des flammes de mon bûcher, et qu'il emporte avec lui le mauvais présage de ma mort. Didon s'est suicidé en se jetant dans les flammes et en maudissant son amant. L'amour se transforme en haine. Ainsi le poète explique les origines de la longue guerre entre les deux cités qui aboutira un jour à la destruction de Carthage. Carthage. On en cherche en vain les traces, ici près de Tunis, où 3000 ans d'histoire ont laissé leur empreinte, comme l'explique le professeur Gilbert Charles Picard. Nous sommes dans un lieu chargé d'histoire, à l'endroit même où nous sommes une villa romaine du IIIe siècle après Jésus-Christ. Devant nous, nous avons l'histoire la plus récente de la Tunisie, nous avons le palais du président Bourguiba, dans l'axe même d'une des rues de la Carthage romaine. Tout autour de nous, les collines les plus célèbres, la colline de Byrsa, acropole de Carthage, lieu de la dernière résistance contre les Romains. Par ici, Sidi Bou Saïd, avec son prestige de vieille cité musulmane. Et enfin, tout à fait de l'autre côté, au bord de la mer, ces lagunes dont on sait aujourd'hui de façon certaine que ce sont bien les ports de Carthage et que c'est sans doute là qu'ont débarqué les Phéniciens conduits par la reine Didon, venue chercher refuge en Afrique. Qui étaient-ils, ces Phéniciens? Une branche du peuple sémite, venue sans doute du fin fond des déserts de l'Asie. Après une longue et mystérieuse migration, ils se sont d'abord arrêtés au 2e millénaire avant Jésus-Christ, le long des côtes de la Méditerranée orientale, dans ce qui est aujourd'hui le Liban. Là, ils ont fondé des ports, Byblos, Sidon et Tyr. Puis ce petit peuple, cerné de grands empires terrestres, se tourne vers le large. Les nomades du désert deviennent des nomades de la mer, des commerçants et des marins, les meilleurs de l'Antiquité, comme l'explique le professeur Mahmed Fantard. Les Phéniciens ont pu profiter de tous les progrès techniques dans ce domaine des constructions navales.
à la fin du second millénaire, il y avait l'invention du clou, les membrures, la quille, toutes choses qui ont permis aux Phéniciens de disposer d'un navire capable d'affronter les vagues de la Méditerranée, capable de les conduire jusqu'à l'extrême occident, jusqu'à ce far ouest pour l'Antiquité. Les Phéniciens avaient donc, et plus tard les Carthaginois, avaient deux types de navires. Le navire de commerce assez gros, assez rond, le golos. Dans le creux de ce navire, les Carthaginois, les Phéniciens, au dire d'Homère, mettaient 1001 choses, 1001 pacoutilles. À côté du golos, il y avait la galère, qui est effilée, qui déchire les eaux, dotée d'un éperon pour percer le navire adverse. Ces Phéniciens, avec ces navires, ont pu même faire le tour de l'Afrique. Ils ont doublé le cap de Bonne-Espérance 2000 ans avant Vasco de Gama. Avant les Juifs, et comme les Juifs, les Phéniciens sont jalousés pour leur astuce et leur richesse, accusés de duplicité, contraints de cacher les secrets de leur religion et de leur savoir-faire. Enfin, pour survivre, qui sont eux aussi condamnés à l'errance. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, à la mort du roi de Tyr, ces deux enfants se disputent le trône. La princesse Élissa est obligée de fuir son frère, le méchant Pygmalion, qui a fait assassiner son mari. Elle décide alors de partir à l'aventure avec une partie des notables de la ville. En passant par Chypre, elle achète 2000 vierges et poursuit sa route sur la côte d'Afrique, à la recherche d'un endroit propice pour y fonder une colonie, Carthage, qui veut dire la capitale nouvelle. Pour s'établir ici, Élisa va user d'astuce. Au cours d'une fête qu'évoquent peut-être ces fines gravures d'ivoire retrouvées à Carthage, elle convainc un chef indigène de lui céder autant de terrain que peut en contenir une peau de bœuf. Puis elle fait couper cette peau en fines lanières qui, mises bout à bout, entourent un vaste territoire où s'installent ses colons. Tout va bien jusqu'au jour où un puissant roi du pays vient demander la reine en mariage, d'une manière si pressante que celle-ci décide de s'offrir en sacrifice aux dieux pour échapper à cette union et pour sauver son peuple. La reine Élissa était-elle la Didon de Virgile? La légende carthaginoise et le poète latin se rejoignent au moins sur un point. Le sacrifice humain était une des traditions cruelles de la religion phénicienne, comme en témoignent ces vastes nécropoles découvertes à Carthage et où étaient enterrées les cendres des enfants sacrifiés. Pourquoi ce sacrifice? Eh bien, les Carthaginois offraient ce sacrifice soit pour remercier la divinité, pour une faveur accordée, ou pour aussi demander, prier la divinité, d'exaucer un vœu. Les deux divinités auxquelles on rendait un culte ici, auxquelles on offrait ce sacrifice, c'était d'un côté Balamon et de l'autre son épouse Tanit. Balamon, c'est le dieu du soleil, c'est le disque, le brasier solaire, c'est le dieu responsable de la sécurité et de la prospérité de Carthage. Tandis que sa femme Tanit, c'était la déesse de la fécondité, c'est-à-dire l'élément féminin qui rendait la prospérité ou la fécondité virtuelle réelle. Et à Tanit et à Balamon, Carthage devait sa sécurité, sa prospérité et enfin tout ce qu'elle était Carthage comme étant la capitale de la Méditerranée occidentale. À côté de la nécropole des enfants, dans les marécages que l'on appelle aujourd'hui les lagunes de Salammbô, se trouvait le fameux port qu'évoque le professeur Mohamed Majoubi. Nous sommes dans le secteur le plus ancien, le plus actif de la métropole carthaginoise, à proximité du sanctuaire, au pied de la colline de Byrsa et tout à fait à proximité de la Grève. Ce secteur a été identifié avec les ports puniques. Nous disposons d'un calque qui va nous permettre peut-être d'y voir plus clair. De là, on passait de l'avant-port dans le port marchand qui était rectangulaire, qui mesurait 480 mètres sur 300 mètres et qui débouchait sur le port de guerre en retrait. Mais est-ce que le texte d'Appien parle bien d'un port circulaire?
peu importe. De toute façon, au milieu de ce port, qui pouvait contenir dans les 220 bateaux, c'était assez exigu, il y a l'îlot de l'Amirauté. Nous sommes à l'emplacement même de cet îlot de l'Amirauté, et il y avait là un bâtiment très haut, de façon à ce que la vue s'étende vers la mer. Carthage était la perle de la Méditerranée. Dans ses entrepôts transitaient tous les produits du monde antique, et même des pays d'Afrique noire. Dans ses rues se mélangeaient tous les peuples connus. Eh bien, cette ville prestigieuse dans la population était évaluée à 700 000 habitants, chiffre sans doute excessif, parce que les historiens actuellement pensent pouvoir évoluer cette population à entre 200 et 250 000 habitants. Eh bien, cette ville, que reste-t-il? Très peu de choses. Quelques restes modestes de maisons, là où nous sommes, avec, bien entendu, cependant, des mosaïques, des pavements que les anciens appelaient les paviments tapounicas, c'est-à-dire les premières mosaïques que nous connaissions ici en Tunisie. Si Carthage elle-même a été rasée, il reste des traces de cette mystérieuse civilisation punique, de ces femmes aux lèvres maquillées et aux yeux de velours entourés de fossiles qui nous regardent à travers 2500 ans, de ces riches comptoirs comme Kerkouan, découverts il y a 20 ans dans la péninsule du Cap-Bon, avec ses baignoires et son tout à l'égout. Quelques masques de verre ou de pierre pour imaginer ce peuple de colons aristocrates, matérialistes, superstitieux, qui aimaient avant tout l'argent, le luxe, les banquets et le vin. Ils n'étaient pas seulement des marchands, mais aussi des agriculteurs. Ils avaient apporté du Liban l'olivier, la vigne et le blé, et transformé l'Afrique du Nord en paradis punique, comme disaient les anciens. Et l'existence de ce paradis reposait sur la maîtrise des mers. La position de Carthage était idéale. Elle contrôlait tout trafic entre le bassin occidental et le bassin oriental de la Méditerranée. Et ils ont profité, bien entendu, au début d'un certain nombre de comptoirs qu'ils avaient installés pour les besoins de la navigation antique le long des côtes. Plus tard, avec l'affaiblissement de leur métropole Tyr en Phénicie, ils ont pu hériter de ces comptoirs phéniciens. Et ils ont alors pu s'installer à l'ouest de la Sicile, au sud et à l'ouest de la Sardaigne, dans les îles Baléares, tout le long des côtes orientales de l'Afrique du Nord. Mais les Carthaginois ont de sérieux concurrents sur la mer. Les Grecs, les fils d'Ulysse, qui lui aussi a fait le tour de la Méditerranée, se faisant attacher à son mât pour résister à l'appel des sirènes de l'île de Djerba. Les Grecs, eux, ont occupé le nord de la Méditerranée. Ils ont conquis l'Asie mineure, vaincu Troie, pénétré dans la mer Noire où ils commerçaient avec les barbares. Ils se sont étendus vers l'ouest aussi. Ils ont colonisé tout le sud de l'Italie, qu'ils ont baptisé la Grande Grèce, se sont installés en Sicile, ont fondé des comptoirs jusqu'en Gaule comme Massilia, Marseille. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre, un jeune Macédonien de 20 ans, les entraîne vers l'Orient. En 20 batailles et en 10 ans, il bat les satrapes d'Asie mineure, le roi des rois de Perse, Darius et le pharaon d'Égypte, les deux plus grands souverains du monde. À travers les détroits, les déserts, les montagnes et les fleuves, il conduit ses phalanges jusqu'en Inde, rêvant le premier de créer un empire universel, du Nil à l'Indus, du Danube à la Moudaria. Quand il meurt à 33 ans à Babylone, son immense empire se disloque. La petite Grèce sort épuisée de cette aventure démesurée à l'Est. En Occident, sa succession est ouverte, que vont se disputer Carthage et Rome. Rome, c'est le troisième larron. Virgile raconte comment, après s'être arraché au charme de la belle Didon, Énée et ses compagnons ont poursuivi leur voyage et abordé les côtes italiennes à l'embouchure du Tibre. Est-ce enfin la terre promise? Pour le savoir, Énée va interroger la Sibylle de Cume et la suit jusqu'aux enfers,
dont l'entrée se trouve au fond du lac Averno. Le lac, au 6e chant de l'Énéide, est né guidé par la Sibylle et descendu au royaume souterrain de Pluton, où il a reçu des immortels la vision de l'Empire universel, promis au peuple qui descendrait de lui. Ainsi les dieux bénissent d'avance l'ambition dévorante de cette illustre cité, qui d'un seul rempart enfermera 7 collines et dont l'empire égalera l'univers. Rome, ville éternelle, ville féconde en héros. Rémus et Romulus, les descendants d'Énée, vont boire le lait de la louve et en tirer la force d'un peuple de proie, qui mettra 3 siècles à se faire une place au soleil, à coup d'exploits. L'enlèvement des Sabines, le combat des Horaces et des Curiaces. Mais le courage de ces héros légendaires n'explique pas tout, souligne le professeur Filippo Guarelli. Et la géographie nous dit que Rome n'est pas un endroit quelconque. Elle est placée au centre de la péninsule, à un carrefour de routes extrêmement importantes, le Tibre. La route nord-sud du pays étrusque jusqu'à la Campanie, à la Grande Grèce. Et cette position privilégiée a été très importante pour Rome, et qui petit à petit a commencé son expansion, d'abord avec l'hégémonie sur la Ligue latine, sur le Latium, ensuite avec l'alliance avec Capoue, les guerres contre les Samnites, la conquête donc de l'Étrurie et de la Campanie, et finalement, au IIIe siècle, le contact brusque, violent, avec la Grande Grèce, surtout la guerre contre Tarente, contre Pyrrhus. Après cette guerre capitale, Rome a pratiquement en ses mains toute la péninsule, et au-delà de la pointe de la Calabre, elle peut voir la Sicile, et avec la Sicile, bien sûr, les Carthaginois. C'est en Sicile, en effet, que vont se rencontrer les impérialismes romains et carthaginois. C'est elle qui va être l'enjeu de la première guerre punique, qui éclate en 264 avant Jésus-Christ. La Sicile, dont les Grecs ont fait une colonie prospère, et qui, comme la Grande Grèce, possède des villes opulentes, qui comptent jusqu'à 25 000 habitants, comme Syracuse, Agrigente ou Messine. C'est pour leur possession que les Romains et les Carthaginois vont se battre pendant 24 ans. Rome, qui compte alors 300 à 400 000 habitants, est une république de citoyens libres, qui peut lever des armées de 40 à 50 000 hommes, commandées par 2 consuls, élus pour 1 an. Tout soldat romain est un citoyen, un petit propriétaire qui s'équipe à ses frais et qui a conscience de se battre pour la plus grande gloire du Sénat et du peuple romain. Ces soldats, son armure, est le résultat d'une évolution assez longue, mais qui devient stable justement à ce moment-là. Au début, il y avait un hoplite, c'est-à-dire un soldat qui était lié à une phalange, à d'autres camarades qui se battaient après lui côte à côte. Donc il était armé avec un bouclier rond, la parme, et d'une lance d'arrêt, c'était les armes principales. Mais quand on a besoin, à partir du IVe siècle, à partir des guerres contre les Gaulois et contre les Samnites, on a besoin d'unités tactiques plus légères, plus maniables. On invente le manipule et ces groupes sont détachés les uns des autres et le soldat est beaucoup plus libre et évidemment moins protégé. À ce moment-là, on a besoin d'une protection plus importante. On adopte plutôt le scutum, le grand bouclier décrit par Polybe, long d'1,20 m, large de 75 cm. D'autres parties découvertes étaient protégées par les jambières, par la cotte de maille et par le casque. Casque qui est décrit en détail par Polybe, avec ses 3 grandes plumes qui augmentaient la taille et la présence du soldat. L'armement offensif est formé par une arme de jet, le grand pylône de 2,60 m de longueur à peu près, et surtout, arme principale pour le combat de près, l'épée.
l'épée espagnole, à 2 tranchants, avec une pointe très aiguë, pour, bien sûr, pour le combat approché. Pour chaque Romain, la guerre est un devoir, un honneur, tandis qu'elle est un métier pour les mercenaires de Carthage, que présente le dessinateur Louis de Beaufort. Il n'existe aucune représentation graphique, ni stèle, ni fresque funéraire, ni même ce qui a facilité les travaux pour l'Antiquité, des guerriers enterrés avec leur armement complet dans leur sarcophage. Absolument rien. Mais cette carence vient surtout du fait qu'il n'y avait pas d'armée carthaginoise proprement dite. Les Carthaginois, tout le monde le sait, étaient avant tout des commerçants, et ils se recrutaient pour leur armée des contingents étrangers. On en parle beaucoup dans Salammbô de Flaubert, tout le monde a entendu parler des Celtibères, des fameux frondeurs des Baléares, et surtout des Macédoniens qui représentaient vraiment l'élément le plus belliqueux et le plus militaire de l'armée carthaginoise. Ces Macédoniens, évidemment, s'offraient comme tous les mercenaires aux plus offrants, et nous avons ici un jeune Macédonien, Iskander, qui est descendu de ces montagnes pour offrir ses services à l'armée carthaginoise. Iskander est le descendant, l'héritier direct de ce soldat de la phalange d'Alexandre qui lui a permis de conquérir le monde, épopée qui fait encore l'admiration des spécialistes à l'heure actuelle. Son armement est composé essentiellement d'un armement défensif et d'un armement offensif. L'armement défensif, d'abord le casque, ce qu'on appelle le casque à l'avance. Ensuite, la cuirasse, c'est une cuirasse musclée qui épouse la forme du buste. Elle peut être soit en fer, soit en bronze, terminée par des lambrequins de cuir et le bouclier. Il est relativement petit de diamètre, environ 60-70 cm, et surtout, ce qui est typique, c'est ce dessin géométrique extrêmement archaïque. L'armement typiquement offensif est constitué par 2 éléments, la lance et le glaive. Il est presque certain que cette lance pouvait atteindre 9 mètres de haut. Celle-ci constituait au moment de l'épopée d'Alexandre l'arme typique de son infanterie. Ça lui permettait de se former un hérisson. Malheureusement, elle va être supplantée par l'importance d'une nouvelle arme que va créer Alexandre, c'est sa cavalerie. Avec la cavalerie, la guerre est devenue mouvement. Voilà le fer de lance des armées puniques, les cavaliers numides que Carthage recrutait parmi les populations indigènes de l'Afrique du Nord. Les armées carthaginoises accordaient une place très importante à la cavalerie et l'Afrique leur fournissait bien sûr et le cheval et le cavalier. Le numide étant réputé pour être un excellent cavalier et l'ennemi des cavaliers dès sa tendre enfance. Son cheval est le cheval barbe, reconnaissable à une forme ramassée, les jambes assez basses, crinière abondante, encolure assez large. Le cavalier le monte accru, très simplement, juste une couverture pour supporter un peu l'effet de la course. Ce numide, d'ailleurs, les origines sont très peu connues. Est-ce qu'il venait du nord, est-ce qu'il venait du sud? Inutile de se poser ces questions parce que nous n'avons pas actuellement de réponses précises. Ce sont certainement les plus anciens habitants de l'Afrique du Nord, en tout cas. Comme armement, c'est très simple. Un bouclier rond, un bouclier en cuir, d'ailleurs, assez dur, cuir d'éléphant sans doute, sur une armature en bois, et puis des javelots comme arme offensive. Eh bien, les cavaliers, justement, le secret de cette cavalerie numide, c'est qu'elle charge en peu de temps, très rapidement, et quand elle s'approche de l'ennemi, à 40 mètres ou à 30 mètres, une grêle de javelots qui déconcerte l'ennemi, elle le désarçonne. Enfin, la force de frappe, les éléphants. Carthage en possédait 300 dans ses écuries. Leur odeur affolait les chevaux. Leur masse et leur barrissement terrifiaient les légionnaires. Mais la Sicile est une île. Pour débarquer des dizaines de milliers d'hommes et de chevaux, pour les ravitailler, pour bloquer les ports, il fallait des centaines de bateaux. Depuis des siècles, les Carthaginois étaient avec les Grecs les maîtres de la Méditerranée. Mais en 20 ans à peine, les Romains, eux aussi, vont faire le dur apprentissage de la mer.
Malgré ce qu'on pense d'habitude, Rome n'est pas sans rapport avec la mer. Elle est née sur le Tibre, qui a toujours été une voie de navigation. Elle avait une petite flotte, mais au moment de s'affronter avec Carthage, il fallait bien sûr autre chose. Et comment faire? Il y avait les alliés maritimes, il y avait les Étrusques, les Grecs, mais c'était encore insuffisant. Et il fallait autre chose. Alors, Polybe raconte à ce propos l'histoire du bateau de la quinquérème carthaginoise échoué sur les côtes du Latium et que les Romains avaient imité pièce par pièce de façon très fidèle. Et tandis qu'on travaillait au bateau à construire une flotte nouvelle, les Romains s'entraînaient sur la plage avec les rames. En 260 avant Jésus-Christ, Rome a construit une flotte de 100 navires, des quinquérèmes portant 250 rameurs et une troupe de 120 légionnaires et soldats de marine qui attaquent la flotte punique devant l'île de Mylès. Soudain, les Romains abattent des grappins qu'ils ont baptisés des corbeaux et jettent des passerelles pour monter à l'abordage. Par cette astuce, les Romains ont transformé le combat naval en combat de fantassins. Et les légionnaires romains sont à leur affaire. Surpris par cette tactique nouvelle, les Carthaginois perdent 45 navires. C'est la première victoire navale de Rome. Mais cette première guerre punique finira surtout par la lassitude des deux camps, affirme le professeur Claude Nicolet. Bien, après 24 ans de conflit, les deux adversaires sont épuisés dans tous les domaines et d'abord financièrement, si bien qu'ils se résolvent à signer en 241 une paix qui, tout en donnant l'avantage à Rome, est une espèce de paix blanche qui laisse son indépendance à Carthage. Et à ce moment-là, tout le monde sait que ce n'est qu'une trêve et que chacun de son côté, les deux puissances vont préparer la revanche. C'est tout de même une nette victoire de Rome. Carthage doit abandonner la Sicile et rapatrier en Afrique du Nord son corps expéditionnaire de 20 000 mercenaires. Et cela va provoquer un drame. Furieux d'être battus et surtout de ne pas être payés, ceux-ci vont se révolter, entraînant avec eux les paysans libyens et les indigènes numides. Et Carthage doit alors faire face à une guerre civile atroce, la révolte des mercenaires. Flaubert en a donné une version romancée dans Salammbô. Souvenez-vous, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Au cours d'un festin, le Libyen Mato, le chef des mercenaires, rencontre pour la première fois Salammbô, la fille d'Hamilcar, prêtresse vouée à Tanit, la déesse de la lune. Et Mato est ensorcelé par la fille du général punique. Deux jours plus tard, les mercenaires qui n'ont toujours pas été payés se révoltent. Et pendant 3 ans et 4 mois, ils font trembler Carthage. Ils sont finalement écrasés et massacrés jusqu'au dernier par Hamilcar dans le défilé de la hache. Mato enchaîné est ramené à Carthage et lapidé à mort au pied de Salammbô. Elle mourra elle aussi pour avoir offensé les dieux. Mais derrière le roman, la réalité. Et puis surtout, Rome profite de l'affaiblissement consécutif à cette crise pour un acte brutal et injustifiable qui a soulevé l'indignation même dans l'Antiquité, l'annexion de la Sardaigne, peuplée presque en grande partie de colons puniques,
dépendance séculaire de Carthage, et cette annexion déclenche un sentiment de fureur à Carthage et un besoin de revanche, dont va profiter l'homme qui a été le grand général des dernières années de la guerre de Sicile, qui a été le vainqueur des mercenaires, Hamilcar. Hamilcar, dit-on, fait alors jurer à son fils Hannibal, âgé de 9 ans, une haine éternelle à Rome, et tout de suite après, il part pour l'Espagne. En somme, Hamilcar compte constituer en Espagne, et il y parvient, une puissance territoriale qui contrebalancera la confédération italique menée par Rome. En quelques années, il annexe tout le sud-est de l'Espagne et il fonde là un royaume auquel il donne une capitale, Carthagène, Carthage la Nouvelle, et qui sera en fait un royaume autonome, bien que lié, bien sûr, politiquement à Carthage. Hamilcar, qui descend d'une des grandes familles de Carthage, les Barca, qui veut dire la foudre, meurt au cours d'une bataille. Son fils Hannibal lui succédera à l'âge de 25 ans, un des plus illustres généraux de tous les temps. Mais pour imaginer cet homme, il n'existait pas un buste, pas un portrait, pas une médaille, rien. En ce qui concerne, par contre, son portrait moral, là, nous sommes beaucoup plus outillés, beaucoup mieux armés. Les anciens ont longuement parlé de stratège, ils ont parlé de l'homme de famille, ils ont parlé de l'homme tout court. Mais le plus grand développement, ce qui intéressait ces historiens anciens, c'était surtout le stratège, c'était l'homme de guerre, c'était le génie. Vous savez qu'Hannibal s'est révélé comme stratège, comme homme militaire très tôt. Son père déjà a deviné qu'il serait un excellent successeur. Et alors, cet homme qui était donc accompagné son armée, qui était très modeste, qui simple, sobre, accompagnait ses soldats et discutait avec les mercenaires. C'était pour les mercenaires, même pour ceux qui étaient plus âgés que lui, étaient les copains. Il s'amusait beaucoup, il les plaisantait. Il leur, bien sûr, se présentait comme toujours le vainqueur, l'homme qui a de la chance. Et c'est ce qui faisait d'ailleurs l'admiration de ces mercenaires qui étaient pour eux un véritable dieu. À 27 ans, Hannibal décide de faire le siège de Sagonte, une ville alliée des Romains. C'est le défi. Après avoir pris Sagonte, il rassemblera une armée de 100 000 hommes pour marcher sur Rome. Alors comment faire? Eh bien, par mer, c'est risqué. Carthage n'a plus l'hégémonie maritime. Et d'autre part, faire passer une armée considérable par mer, cela pose des problèmes à l'époque. Alors, on va passer par terre. C'est-à-dire qu'on traversera le sud de la Gaule. Nous partons de Carthagène et nous remontons vers le nord, le long de la côte d'Espagne. On traverse les Pyrénées et on arrive en Gaule. En Gaule, qu'est-ce qui se passe? À cette époque-là, justement, il y a en Gaule de grands mouvements de peuple. Tout ça fait une masse d'hommes qu'on peut mobiliser contre Rome. Et c'est ce que fait Hannibal. Alors, il remonte, il contourne Marseille par le nord, il passe le Rhône, il traverse les Alpes. Pourquoi diable passer par là? On est fin septembre, la neige commence à tomber. Les soldats d'Hannibal épuisés marchent depuis 5 mois. C'est une folie de traverser les Alpes avec une armée qui s'étire sur 25 km. 50 000 hommes, 9 000 cavaliers et 37 éléphants. C'est que les Romains ont débarqué une armée à Marseille et Hannibal est pressé de fouler le sol italien. C'est un exploit plus sportif que militaire, mais qui stupéfie le monde antique. La moitié seulement des 50 000 hommes arrivera dans la plaine du Pô. En décembre, Hannibal écrase une première armée romaine à la Trébie. En traversant les marais, il attrape la malaria et perd un œil d'une maladie infectieuse. Au printemps, il surprend les Romains au lac Trasimène. L'année suivante, c'est la célèbre bataille de Cannes.
Rome a mobilisé 80 000 hommes, alors qu'Hannibal dispose de 40 000 hommes seulement. Mais il fait semblant de céder au centre, et il lance sa cavalerie sur les ailes, pour envelopper l'ennemi. Une manœuvre éblouissante, qu'on étudie encore aujourd'hui dans toutes les écoles de guerre. 50 000 Romains tués, 80 sénateurs, toute la fine fleur de l'aristocratie romaine. C'est la déroute. Rome est à sa merci. Malgré tout, à la suite de ces défaites et à la surprise générale, Rome ne capitule pas. Elle ne capitule pas parce que malgré ses pertes, elle garde la supériorité sur Hannibal. D'abord, la supériorité des effectifs, tout simplement parce qu'à cette époque, Rome est déjà l'État le plus peuplé du monde, avec à peu près 1 million de citoyens. Ensuite et surtout parce que Rome, ce n'est pas seulement Rome, c'est aussi l'Italie. C'est un réseau d'alliances et de colonies qui lui permet de contrôler les masses italiennes. Et Hannibal a très bien compris qu'il n'aurait éventuellement une chance d'abattre Rome qu'en la séparant de ses alliés ou de ses sujets italiens, en faisant éclater cette confédération italienne qu'elle contrôlait. Et il obtient certains résultats. Les Campaniens, Capoue, se rallient à lui. Et c'est là alors que se situe la fameuse histoire des délices de Capoue. On a prétendu qu'Hannibal et ses troupes s'étaient amollis dans les délices de Capoue. En fait, c'est parce que Capoue était véritablement la capitale économique de l'Italie à cette époque. qu'Hannibal s'est installé à Capoue. C'était pas uniquement pour donner du bon temps à ses troupes, qui à vrai dire en avaient besoin, bien sûr. N'empêche, quand Hannibal sonnera le rappel de ses mercenaires pour repartir en guerre, ceux-ci auront bien du mal à s'arracher aux délices de la voluptueuse Capoue. Et ils se présenteront avec chacun 2 femmes et les bras chargés de vaisselle d'or et d'objets d'art. Hannibal a laissé passer l'occasion. Marbal, le chef de sa cavalerie, le lui avait dit après Cannes. Il faut marcher sur Rome. Tu sais vaincre Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de la victoire. Maintenant, la guerre éclair est finie. La guerre d'usure commence. Pendant 13 ans, Hannibal va battre la campagne et ravager l'Italie. Mais désormais, le temps travaille pour Rome. Rome refusera de s'incliner. Bien au contraire, elle va même, en faisant un effort colossal, à la fois cantonner Hannibal en Italie et élargir le conflit à l'échelle du monde antique. En Italie, elle ne pouvait guère espérer battre Hannibal en rase campagne. C'est le premier général du temps. Tout ce qu'elle peut faire, c'est essayer de l'empêcher de conquérir des ports pour établir ses liaisons. On a peur aussi qu'Hannibal noue des alliances, en particulier avec le roi de Macédoine, Philippe V. Et pour prévenir un débarquement macédonien en Italie, c'est Rome qui envoie des troupes en Grèce. Et c'est la première guerre de Macédoine. Enfin, en Sicile, Rome s'occupe de reconquérir les villes qui étaient passées aux côtés d'Hannibal, en particulier Syracuse. En 214 avant Jésus-Christ, une flotte romaine se présente devant la ville, entourée de 33 kilomètres de murailles, et où le célèbre savant Archimède a installé toutes sortes de machines et de catapultes. Ce jour-là, les Romains se heurtent à une nouvelle arme secrète, les miroirs d'Archimède, qui, reflétant les rayons du soleil, aveuglent les légionnaires et mettent le feu aux galères romaines. Mais entre-temps, Rome a enfin trouvé son Hannibal. Scipion, qu'on baptisera l'Africain, un jeune général romain de 25 ans, à la mesure du Carthaginois Borgne. Ils sont tous les deux issus de grandes familles à tradition militaire, les Barcides et les Scipions.
Le père de Scipion et son oncle sont morts en Espagne, tous les deux dans la guerre contre les Carthaginois. Or, le problème qui se pose à Rome à ce moment-là, c'est ce rapport avec une armée qui est tout à fait différente. D'un côté, vous avez une armée civique, une armée de soldats citoyens. De l'autre, une armée liée de façon étroite, une armée de mercenaires liée à un chef. Cette armée, avec une unité de commandement très stricte, gagne toutes les batailles. Mais, d'autre part, l'armée des citoyens ne se déclare pas vaincue. Voilà la nouveauté. Voilà l'incompréhension entre ces deux mondes complètement différents. D'autre part, si Rome veut gagner la guerre, elle doit accepter le modèle nouveau. Elle doit finalement arriver à une unité de commandement. Le problème du chef, si vous voulez, se pose. Et à ce moment-là, Scipion, qui justement prend le commandement de l'armée d'Espagne, qui pose le siège à Carthagène, eh bien Scipion est lié à son armée, qui est une armée personnelle, de façon très directe, et pour la première fois, il ne s'agit plus d'une armée de citoyens, mais vraiment d'une armée liée à un chef. Depuis qu'il est allé prendre Carthagène en Espagne, Scipion est devenu un héros pour l'armée romaine. 5 ans plus tard, il rassemble une armée à Lilybée en Sicile pour aller débarquer en Afrique et attaquer par surprise le camp carthaginois. Comme Hannibal en Italie, il s'est fait des alliés sur place, les fameux Numides et leur roi Massinissa. Affolé, Carthage rappelle d'Italie Hannibal, qui a quitté sa patrie depuis 33 ans et qui est accueilli comme un sauveur. 1 an plus tard, l'invincible Hannibal, qui a 43 ans, rencontre le jeune Scipion, qui a 32 ans, sur le champ de bataille de Zama. Contre les 80 éléphants d'Hannibal, Scipion a imaginé une nouvelle tactique. Il a entraîné les lourdes légions romaines à ouvrir un couloir pour laisser passer les redoutables pachydermes et à reformer les rangs derrière eux. Cette fois, la célèbre cavalerie numide a changé de camp et elle donne la victoire aux Romains. Pour la seule et première fois, Hannibal est vaincu. L'aigle romaine a le dernier mot. Carthage est à genoux. Elle doit accepter les dures conditions de paix de Rome. Suppression de toute possibilité de puissance militaire ou navale, sous pression de toutes possessions extérieures, contrôle très étroit de la politique étrangère, le roi Massinissa qui est là pour la surveiller sur sa frontière, mais on ne touche pas à son domaine africain. Et ça, il semble que Scipion l'ait voulu. Il n'a pas voulu la mort de Carthage, il a voulu qu'elle puisse vivre comme puissance subordonnée à Rome. Alors dans ce cadre, Hannibal pense qu'il a quand même encore un rôle à jouer, il a sa gloire. Il ne connaît pas très bien Carthage puisqu'il l'a quitté tout enfant et il n'y est guère revenu depuis. Mais enfin, il a un parti, le parti des Barcides, c'est-à-dire le parti démocratique. Alors il s'appuie sur ce parti contre l'aristocratie, il fait voter des mesures qui mécontentent la noblesse, et c'est justement cette aristocratie qui fait appel à Rome, qui signale un danger possible, et Rome envoie une commission, Hannibal sait qu'il va être extradé, livré, alors il s'enfuit, il part. Mais la haine implacable des Romains le poursuivra jusqu'au fin fond de l'Asie mineure, jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'au jour où le punique errant, de peur d'être livré, se suicide au poison à l'âge de 54 ans, déclarant avec mépris « Allons, délivrons les Romains qui n'ont pas la patience d'attendre la mort d'un vieillard. » Rome, enfin, pouvait cesser de trembler. Cette seconde guerre punique si longue a eu des conséquences considérables dans l'histoire de l'Italie et du monde méditerranéen tout entier. D'abord, on ne pourra jamais surestimer les pertes subies par Rome
et les Italiens pendant cette guerre, elles sont au moins équivalentes à celles de l'armée française pendant la guerre de 14-18, et ça suffit pour en dire les conséquences. Ensuite, sur le plan économique et social, l'Italie sort de la guerre tout à fait changée. La classe moyenne de paysans a été ruinée par ces 20 ans de guerre qui ont dévasté ses terres. La classe dirigeante elle-même a changé. Les officiers, les généraux romains ont combattu Hannibal, ont combattu des généraux hellénistiques, des rois hellénistiques. Ils ont connu un autre univers, en particulier, ils ont connu cet Orient obsédé par le souvenir d'Alexandre et de ses successeurs. Le peuple, quant à lui, le peuple a découvert que la guerre, si pénible qu'elle soit, pouvait être aussi une source de profit, qu'on y gagnait du butin, des récompenses. Si bien que se trouvent, en fin de compte, réunies toutes les conditions d'un impérialisme romain qui s'assigne comme but, au fond, la conquête du monde. Sur le chemin de cette conquête du monde, il ne subsiste au fond qu'un dernier obstacle qui est cette Carthage, 2 fois battue mais pas encore détruite, cette Carthage au contraire qui renaît, qui redevient prospère, et voilà pourquoi pendant les 50 années qui suivent la Deuxième Guerre punique, un parti à Rome ne cesse de réclamer la destruction de Carthage. Delenda est Carthago. Caton l'Ancien et ses amis ne cessent de le répéter au Sénat. Il faut détruire Carthage. Essayant d'apaiser Rome, Carthage envoie une ambassade au Sénat pour lui demander ses conditions. Petit à petit, le Sénat révèle son dessein implacable. Évacuez Carthage. Détruisez la ville. Transférez vos habitants à l'intérieur des terres, à 40 km de la mer. Impossible, inadmissible comme condition. Les Romains, Scipion, le Sénat savaient très bien que les Carthaginois refuseraient à une telle condition, refuseraient de quitter leur ville. Les Carthaginois vont par conséquent se refermer, se retrancher dans leurs murailles, et leur ville était vraiment très bien fortifiée et leur offrait des conditions de défense excellentes. La ville elle-même est entourée de 2 enceintes. Il y a une enceinte en croissant de lune qui protège le cœur de la ville, c'est-à-dire le quartier des ports et le quartier religieux, politique de Byrsa. Puis, à cette première enceinte, une autre muraille qui constitue aussi une deuxième fortification pour la ville elle-même. Puis ensuite, alors, toute la presqu'île est ceinturée de ces remparts qui constituent le premier obstacle devant l'ennemi éventuel. Et d'autre part, les Carthaginois sont connus pour leur patriotisme. Les femmes elles-mêmes sont décidées de s'associer aux hommes pour défendre leur patrie et offrir leur chevelure, offrir leurs bijoux pour participer à cet effort de guerre, pour fabriquer des navires, pour fabriquer des engins de guerre, des frondes. Hommes et femmes étaient décidés à mourir ou vaincre. Pendant 2 ans, les généraux romains pétinaient derrière les premières fortifications de Carthage et sans pouvoir battre en brèche, avoir accès à cette ville. Et il a fallu que le Sénat décide de nommer Scipion Émilien parent de Scipion l'Africain. Et Scipion est venu avec une nouvelle stratégie et décida de bloquer Carthage du côté de la terre par une muraille perpendiculaire à l'isthme, du côté de la mer par une digue qu'il a fait construire pour boucher complètement la sortie de la flotte carthaginoise, de sorte que Carthage est complètement bloqué. Scipion en plus décida de laisser les Carthaginois souffrir de la famine pendant tout un hiver et ainsi la ville est littéralement étranglée. Après 3 ans de siège et un hiver de famine, Scipion Émilien, qui est le petit-fils adoptif du grand Scipion, donne l'ordre de l'assaut final. Les légionnaires avancent sur le port marchand. Les défenseurs l'incendient. Ils envahissent le port militaire, pénètrent dans la ville basse, et le soir même, Scipion campe ici, sur la place publique de Carthage. Et ils croyaient que ce n'était fait de Carthage, la ville était prise. Eh bien, c'était faux. C'était pas suffisant pour prendre une ville comme Carthage. Les Carthaginois étaient décidés à se défendre, hommes, femmes, vieillards,
adultes, tout le monde se battait. Ils se battaient avec énergie. Ils se retranchaient derrière chez eux, du haut des terrasses. Ils jetaient meubles, pierres, ustensiles, n'importe quoi pour pouvoir écraser les Romains, pour se défendre. Et ils mettaient le feu, les Carthaginois, les Romains brûlaient la ville brûlait. Six jours et 6 nuits, on se bat de maison en maison, au milieu d'un océan de flammes. Carthage agonise. 70 000 hommes, femmes, enfants, vieillards sont tués par le glaive et par le feu. À l'aube du 7e jour, la femme d'Asdrubal, le commandant de la place, se jette sur un bûcher avec ses 2 enfants, renouvelant le geste de la reine Didon. La boucle est bouclée. Carthage, née par le feu, est morte par le feu. Les soldats, la soldatesque romaine, ayant enlevé avec leurs glaives les plaques d'or qui couvraient le temple d'Apollon, ayant détruit mur par mur, pillant toutes les maisons, puis alors c'est le feu, et après le feu, c'est la charrue qui a labouré, qui a déchiré le sol de Carthage, et la main du semeur romain a jeté du sel pour que toute vie soit à jamais interdite sur ce sol, déclaré lui-même sacère par les Romains, c'est-à-dire interdit à toute autre habitation, à toute autre vie. Rome attendra 100 ans avant d'oser créer une nouvelle ville, romaine celle-là, sur les cendres de Carthage, et pour faire à son tour de l'Afrique du Nord une riche colonie. Mais la sauvage destruction de Carthage hante encore les consciences. C'est pourquoi Virgile a écrit l'Énéide, pour laver Rome de ce crime et le justifier par des légendes. La passion fatale d'Énée et de Didon, la cruelle volonté des dieux. 5 siècles plus tard, l'Empire romain disparaîtra à son tour, ravagé par les barbares. Mais ses ruines sont là pour témoigner de la grandeur de Rome, tandis que celle de l'infortuné Carthage semble effacée à jamais. On a souvent dit que les civilisations sont mortelles. En réalité, elles sont immortelles. Il suffit de savoir regarder autour de soi. La civilisation carthaginoise est en nous, nous la vivons encore. Dans ce village berbère presque abandonné, nous voyons encore les traces, les témoignages qui nous font penser à Carthage, la civilisation. Sans doute, la manière d'ailleurs de construire des maisons souterraines remonte déjà à un fond punique très très ancien. Non seulement Carthage a pu pénétrer tout le pays, mais Carthage n'a pas disparu lorsque les Romains sont venus la détruire. Ni Rome, ni l'islam n'ont pu mettre fin à cette présence qui est en nous. Je dirais même que les Carthaginois ont préparé non seulement la diffusion du christianisme, car le christianisme est après tout une religion orientale, mais l'islam lui-même a fait sa pénétration dans ce pays grâce à une préparation carthaginoise. Au 5e siècle, après Jésus-Christ, Saint Augustin écoutait encore les gens parler berbère. Et de nos jours encore, quand nous bavardons avec les gens, il y a des mots qui résonnent un peu puniques. لا شو لا قديمه وانت تلقاها حتى 15 لا في برك 10 دينارات هي يهديك ربي يهديك لاجل خاطرك نخلوا لك 500 ما يسالش سي محمود ياسر هذه لاجل خاطرك على كل حال نحسبوها لك ب 11 لا شو معقول نحسبوها لك ب 11 نحسبوها لك ب 11 Oui, on peut raser une ville. On ne peut pas tuer une civilisation.
Oui, les Romains ont réussi à effacer toute trace de Carthage. Pourtant, après 2000 ans, elle vit encore dans la mémoire des hommes. Carthage a été détruite. Carthage n'est pas morte.